תראו, אני שומע את אלה שאומרים שזה לא הזמן לבנות בירושלים. לטעמי אין זמן שאיננו מתאים לבנות בירושלים. جميع الممارسات الإسرائيلية، جميع هذه المستوطنات، جميع ما يقوم به الاحتلال في هذه المنطقة هو غير شرعي. Bonjour à tous et bon réveil en douceur. Si vous nous rejoignez sur i24 News, nous sommes ensemble pour 2 heures d'émission et nous allons faire le point sur tout ce qui fait la une aujourd'hui en Israël et dans le monde, à commencer avec l'isolement d'Israël sur la scène internationale. Binyamin Netanyahou tire-t-il trop sur la corde à tel point qu'il risque de perdre ses derniers alliés? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Et puis les premiers renforts kurdes venus d'Irak ont pris la route hier pour rejoindre la ville de Kobané en Syrie. La Turquie qui a finalement accepté de les laisser passer sur son sol, mais qui craint, vous le verrez, encore l'influence du PKK en Syrie. Et puis des mères pour tous, Israël précurseur en la matière. Le gouvernement a autorisé la gestation pour autrui pour les célibataires et les couples homosexuels. Mais quels sont les vrais risques derrière cette loi? Élément de réponse avec Marie-Françoise Lantieri, journaliste qui connaît bien ce sujet, en deuxième partie. Voilà, rebonjour à tous, j'espère que vous vous réveillez en douceur. Nos invités sont en pleine forme, je l'espère en tout cas. Ali Waked, bonjour, consultant i24 News et spécialiste du monde arabe. Maurice Fergan, bonjour, rédacteur en chef i24 News. Et bien sûr Cyril Amar qui s'est réveillé très tôt ce matin pour nous préparer, ça, comme tous les matins, pour nous préparer sa revue de presse du Moyen-Orient. On va commencer avec au lendemain de ce rapport international sur la pauvreté des enfants dans les pays riches. Les journaux israéliens évoquent aujourd'hui la situation en Israël, Cyril. Oui, Léonore, la crise économique n'épargne personne, pas même les enfants. Et selon un rapport dévoilé hier par l'UNICEF, quelques 76,5 millions d'enfants vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté dans les pays riches. Alors en tête de ce triste palmarès, on retrouve l'Espagne, la Grèce, la Lettonie et la 4e place, Éléonore, il faut le dire, c'est Israël qui la décroche. C'est ce que déplore ce matin le quotidien à grand tirage, Yediot Ahronoth, qui annonce que plus d'un tiers, tenez-vous bien, des enfants israéliens vivent sous le seuil de pauvreté. Alors qui est pauvre? Qui ne l'est pas? La définition peut être subjective, bien non, nous répond le Yediot, qui nous explique comment calculer le seuil de pauvreté. Alors vous êtes pauvre en Israël si vous vous trouvez à 50% en dessous du revenu médian, et qui en Israël est de 4500 shekels, soit environ 900 €. Donc si vous gagnez la moitié, vous êtes donc considéré comme menacé par la pauvreté. Alors, on va passer à un tout autre sujet. On connaît les relations tendues entre Washington et Jérusalem ces derniers temps, mais là on atteint encore un autre niveau avec ces révélations de l'éditorialiste américain qui révèle ce que pensent les officiels américains de Binyamin Netanyahou. À l'unisson, de concert ce matin, les journaux israéliens se faisaient l'écho de la tribune par laquelle le scandale arrive. C'est celle de Jeffrey Goldberg dans le magazine Atlantic américain. Et cette tribune, elle prévoit un possible changement profond dans les relations entre l'État hébreu et son allié américain. Alors qu'écrit l'éditorialiste, proche des démocrates, il faut le rappeler, il cite des hauts responsables de l'administration Obama qui critiquent vertement la politique du gouvernement israélien dans les territoires. Et la personnalité du Premier ministre, selon ces hauts fonctionnaires. Binyamin Netanyahou serait tout simplement un trouillard, un pétochard, chicken shit, à vous de choisir la meilleure traduction. Poule mouillée, si vous voulez, qui a peur de déclencher une poule mouillée, un trouillard qui a peur de déclencher des guerres. Vous l'aurez compris, la guerre en Iran, évidemment, contre les installations nucléaires de Téhéran. Et vous l'aurez compris, un personnage qui est, selon ses officiels américains, obnubilé par une seule chose, celle de rester au pouvoir à tout prix. Alors tout cela fait dire au Israël Hayom, le quotidien gratuit qui est proche de Binyamin Netanyahou, proche du pouvoir, qu'Israël et les États-Unis ont ôté les gants cette fois-ci, mais des mots durs qui seront sans conséquence, estime l'analyste du Jérusalem Post, le quotidien israélien langue anglaise. D'autant plus que dans les pages intérieures du journal, on apprend, Éléonore, que durant son déplacement aux États-Unis, le ministre de la Défense israélien, Moshe Yaalon, a passé commande d'un nouvel escadron de F-35. Vous savez, c'est ces avions furtifs qui pourraient d'ailleurs servir à l'armée israélienne pour attaquer l'Iran. Mais la coopération sécuritaire ne veut pas dire que sur le plan diplomatique, il n'y a pas une réelle crise. Voilà, il y a peut-être une crise sur le plan diplomatique,
automatique. En tout cas, ce que nous dit le Jérusalem Post, c'est que la coopération militaire bilatérale, elle, en tout cas, est toujours au beau fixe. Alors, dans un registre un peu plus optimiste, le journal israélien Idiot Ahronot nous raconte une histoire. Et laissez-moi vous la raconter, cette histoire, Éléonore, puisque c'est une belle histoire. Alors, c'est celle d'un couple israélien de Tel Aviv qui est en vacances. Voilà, les voici. C'est Jonathan et Meital. Ils sont en vacances. Ils sont originaires de Tel Aviv, donc ils sont en vacances sur l'île grecque de Lesbos pour fêter leur premier anniversaire de mariage. Et dans la nuit, ils entendent du bruit sur la terrasse qui donne sur une petite crique, donc en Grèce. Je vous vois sourire. Je comprends parce que c'est en raison peut-être du choix de leur destination. Alors un bateau de pêcheur, c'est peut-être un bateau de pêcheur, pense-t-il dans un premier temps. Eh bien non, surprise, ils découvrent un Zodiac sur lequel s'entassent des dizaines de réfugiés syriens. Et oui, vous l'avez bien compris, des dizaines de réfugiés syriens qui avaient d'abord tenté d'arraisonner en Turquie, mais ils s'étaient vus refuser le droit d'accès, donc ils sont allés jusqu'en Grèce. Et là, spontanément, Meital et Jonathan, eh bien, leur viennent en aide. Et ils recouvrent un bébé qui est en situation d'hypothermie. Ils le recouvrent avec des habits de fortune qu'ils trouvent dans leurs effets personnels. Ils les aident ensuite à porter leur baluchon, vous le voyez, jusqu'au centre-ville où ils reçoivent les premiers soins. Dans ce genre de situation, la politique n'a plus d'importance, nous disent Meital et Jonathan. Ils auraient même échangé leur numéro de téléphone. Voilà, donc des personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, qui se rencontrent sur l'île de Lesbos. Je vous l'accorde, c'est une très belle histoire. Dans la presse iranienne, une affaire de mœurs qui défraie encore la chronique en Iran. Voilà, c'est le Tehran Times qui annonce ce matin l'arrestation de 10 suspects dans l'enquête policière sur un gang de motards qui asperge à l'acide, Éléonore, à l'acide, des femmes mal voilées, des femmes qui ne respectent pas voilà, le code vestimentaire islamique. Ça se passe dans les rues d'Ispahan en Iran. Et mercredi dernier, donc, un millier d'Iraniens étaient descendus dans la rue pour demander des mesures de sécurité supplémentaires après ces attaques. Voilà, on referme cette revue, Éléonore, si vous voulez bien, avec l'éphéméride du jour, comme c'est à notre habitude. C'était il y a 91 ans, jour pour jour, le 29 octobre 1923, l'Assemblée nationale turque réunie à Ankara proclamait la République turque, qui consacrait la mort de l'Empire ottoman, se rapprocher du modèle civilisationnel occidental. Voilà quel était donc le projet du père de la modernisation de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk en turc d'ailleurs, ça signifie le petit père turc. Réforme politique mais aussi linguistique, puisque la Turquie, vous le savez, a tout bonnement changé d'alphabet, passant de l'alphabet arabe à l'alphabet latin. C'est donc pour moi l'heure de vous dire Yarin Gürşüz. À demain. À demain. Très bien. Merci Cyril Lama. Sur ces mots turcs, on va rejoindre Mathias Inbar, notre correspondant à Jérusalem-Est. Mathias, bonjour. Vous vous trouvez au Mont des Oliviers. Alors, on va reparler de cette nouvelle réplique du Premier ministre israélien de Benjamin Netanyahou suite aux critiques de Washington. C'était hier soir. Oui, tout à fait. Benjamin Netanyahou a été pointé du doigt particulièrement par Jen Psaki, la porte-parole du département d'État, Éléonore, qui a déclaré finalement que les annonces de construction étaient incompatibles avec la paix, qu'elles étaient un obstacle. Obstacle, c'est exactement le mot employé par d'ailleurs Benjamin Netanyahou en réponse à l'administration américaine, et il a déclaré que ces déclarations et cet attachement des États-Unis à pointer du doigt Israël lorsqu'Israël décidait de construire ou qu'il le souhaitait, était ça un obstacle à la paix. Donc véritablement, le mot qui revient à plusieurs reprises, c'est obstacle des deux côtés, que ce soit du côté américain ou du côté israélien. Alors aujourd'hui, une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU se prépare, une réunion qui a été demandée par la Jordanie et qui vise à condamner Israël pour d'une part la construction, l'annonce des constructions de logements à Jérusalem. Hein. Oui, tout à fait. Nous l'annoncions, Éléonore, hier matin, à savoir que c'était une demande conjointe de la part de l'autorité palestinienne et appuyée par la Jordanie auprès de l'Argentine, qui préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. Demande donc acceptée par l'Argentine. Ce dossier des constructions à Jérusalem va être étudié, Jérusalem-Est. Il faut le savoir, encore une fois, hein, je me répète, mais il faut tout de même bien expliquer que pour Israël et pour la municipalité de Jérusalem, les quartiers de Hachoma et de Ramat Shlomo font partie du terrain domanial de Jérusalem, ce qui n'est pas le cas pour la communauté internationale qui estime que ces quartiers sont au-delà de la ligne verte. Voilà pourquoi ce dossier va être étudié. En attendant, et c'est l'intérêt
interrogation aujourd'hui du côté israélien. Est-ce que jusqu'à présent, les États-Unis avaient apposé leur droit de veto à toute discussion, toute résolution contraignante concernant Israël? La question est de savoir aujourd'hui si eh bien, la brouille diplomatique ou la crise diplomatique entre Jérusalem et Washington va eh bien, entraîner un espèce de pas de recul de la part de Washington et qui pourrait éventuellement, mais cela n'est qu'une supputation ce matin, eh bien, ne pas abuser son droit de veto. Alors un mot quand même, Mathias Inbar, vous vous trouvez à Jérusalem, là où tout a commencé, pas loin d'ailleurs de l'esplanade des mosquées, au mont du Temple. Y a-t-il encore des tensions ce matin à Jérusalem ? Et oui, c'est ça qui est impressionnant, Éléonore, c'est lorsque nous arrivons sur ces hauteurs du Mont des Oliviers, il y a des patrouilles de policiers quasiment tous les 100 mètres, ce qui rend d'ailleurs le trafic particulièrement dense. Et effectivement, on ressent la tension ici, dans la vieille ville de Jérusalem. Hier, des jets de pierre contre le tramway qui traverse tout Jérusalem, des cocktails Molotov également. Nous avons pu voir des voitures calcinées, le long eh bien, du tracé du tramway. Bref, toujours un état de tension ambiante et que l'on ressent ici dans la vieille ville de Jérusalem. Merci beaucoup Mathias Inbar. Je rappelle que vous êtes en direct du Mont des Oliviers depuis Jérusalem. Alors, ma question à vous, est-ce qu'Israël a de quoi s'inquiéter? Aujourd'hui, réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à la demande des Jordaniens. D'habitude, Israël n'a pas vraiment peur de ces réunions parce qu'il y a toujours Washington qui impose son veto au cas où il y aurait un vote de sanctions contre Israël. Mais là, compte tenu de la détérioration des relations entre Washington et Jérusalem, est-ce qu'on doit s'inquiéter, Maurice ? Écoutez, moi je constate que le Premier ministre n'est pas inquiet puisqu'il a réitéré sa volonté de continuer à construire à Jérusalem. Donc pour le moment, d'un point de vue officiel, Israël n'est pas inquiet. Le fait est que ce n'est pas la première crise que l'on rencontre. Nous, on en fait un peu les gros titres aujourd'hui, mais j'ai compté depuis mai 2011, il y a déjà eu 5 crises sérieuses entre les deux hommes, entre Obama et Netanyahou. Donc c'est un scénario qu'on connaît. Le ton monte, les mesures unilatérales suivent des critiques. C'est vrai qu'on est au plus bas. Et des officiels américains, et puis les critiques sont très acerbes. C'est vrai qu'on est au plus bas, mais comme Cyril l'a fait remarquer dans sa revue de presse, est-ce que c'est les relations Israël-USA qui sont au plus bas ou les relations entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama? Les deux hommes apparemment n'arrivent pas à avoir un langage commun. Donc là encore, il faudrait faire la part des choses. Sur le plan sécuritaire, j'ai l'impression que ça continue à fonctionner. Il va y avoir des super avions F-35 qui ont été commandés par Israël, qui vont arriver ici. Donc je ne pense pas que nous en sommes à un point, disons, de rupture. Ali Waked. De toute façon, Éléonore, les Palestiniens espèrent que cette tension entre l'administration américaine et Israël sera traduite ce soir dans le vote dans le Conseil de sécurité. Mais à mon avis, les Américains vont essayer à la dernière minute de trouver un compromis dans le cadre duquel Israël va s'engager à réduire ces mesures unilatérales et peut-être repenser à ouvrir un dialogue avec l'autorité palestinienne, un dialogue que ni l'autorité palestinienne ne le veut, ni le côté israélien. À mon avis, le problème entre Israël et les États-Unis se consacre dans le fait que, selon les Américains, et c'est ce que disent les diplomates américains, que les Israéliens négligent les besoins américains dans la région et que ces mesures unilatérales n'ont pas d'influence exclusivement sur le dossier israélo-palestinien, mais sur l'effort américain dans la région d'essayer de consolider leur coalition arabe internationale vis-à-vis l'État islamique et les djihadistes. Et ce que voient les Américains, c'est que le gouvernement israélien, il est en train de faire tout dans le dossier de Gaza, dans le dossier de négociation pour échapper avec l'autorité palestinienne, pour échapper à un vrai processus de paix. Ce qui signifie que, et on comprend ça dans les propos des diplomates américains au Caire, en Jordanie, en Israël, la diplomatie américaine va travailler des heures supplémentaires si jamais il y a des élections anticipées en Israël. Les Américains veulent voir à toute force Benjamin Netanyahou disparaître de la scène politique, mais le problème des Américains, et ça tout le monde le sait, ils ne voient pas un rival, quelqu'un qui peut sa candidature peut poser un défi, peut menacer le pouvoir de Benjamin Netanyahou. On va en parler dans un instant, cet isolement également d'Israël sur la scène internationale. Mais avant, c'est dans ce climat de tension, même si les affrontements ont quasiment cessé à Jérusalem-Est, eh bien, le maire de la ville,
Nir Barkat a effectué une visite sur l'esplanade des mosquées au Mont du Temple qui a provoqué quelques tumultes hier. On regarde. C'est au cri d'Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, que Nir Barkat est accueilli sur l'esplanade des mosquées. Le maire de Jérusalem dit s'y être rendu pour mieux comprendre les problèmes rencontrés sur ce site ultra sensible. Mais cette visite est considérée comme une provocation par les Palestiniens. Celui qui provoque, c'est ce soi-disant maire de Jérusalem, ce maire d'une ville à moitié occupée. Il se rend accompagné par des forces de sécurité d'occupation dans le plus grand lieu saint pour les musulmans et les Palestiniens. Pour ce député arabe israélien, l'esplanade des mosquées ne doit être fréquentée que par les musulmans. Les juifs n'ont rien à faire ici, c'est le lieu saint des musulmans. Dégagez d'ici, n'approchez pas d'ici. Le ministre israélien de la Sécurité intérieure, lui, n'est pas du même avis. Le mont du Temple doit être à tout le monde, aux juifs, aux musulmans et aussi aux chrétiens. Mais au-delà du simple débat sur l'esplanade des mosquées ou mont du Temple pour les juifs, le climat est extrêmement tendu à Jérusalem depuis quelques jours. Même si la nuit de lundi à mardi a été relativement calme, les émeutes ont été presque continuelles depuis mercredi dernier, jour où 2 personnes ont été tuées, percutées par la voiture d'un Palestinien originaire de Jérusalem-Est. Et une annonce qui a accru les tensions. Benjamin Netanyahou souhaite poursuivre les constructions à Jérusalem-Est. Le Premier ministre israélien l'a réaffirmé ce mardi, il reste inflexible. Je veux vous dire que ce ne sont pas nos constructions dans les quartiers juifs de Jérusalem qui éloignent la paix, mais la critique qui en découle qui éloigne la paix. Chaque camp se rejette donc la responsabilité de la montée des violences. En attendant, les autorités restent sur le qui-vive. Un calme précaire s'est de nouveau installé à Jérusalem. Là, on va reparler des critiques acerbes qui ont été entendues hier, notamment de Jeffrey Goldberg dans cet éditorialiste du magazine Atlantique. Netanyahou est un peureux et un bluffeur. Il n'est pas Rabin, pas Sharon et sûrement pas Begin. Voilà par exemple un extrait de ces critiques. La seule chose qui l'intéresse, c'est sa propre survie politique. Et justement, j'aimerais qu'on parle de ce qu'on dit de Netanyahou, qu'il est un stratège politique. Effectivement, on l'a vu ces derniers jours. Il manie extrêmement bien l'art des alliances au sein de son parti, mais au sein de sa coalition. Finalement, est-ce qu'on peut donner raison partiellement à ces critiques, Maurice Fergan ? Certainement, puisque les deux hommes ne se comprennent pas. Je vous ai dit, il n'y a pas de langage commun. Alors, Ali Waked nous a dit que les Américains voulaient absolument faire disparaître de la scène politique Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, c'est exactement la même chose. Et sur la personnalité, justement. Oui, c'est sur la personnalité des deux hommes et leur parcours politique. Il espère que Obama ne sera pas là. Et il ne sera pas là. En 2016, on sait très bien que le président des États-Unis ne peut pas briguer un 3e mandat. Donc, il va y avoir des élections présidentielles en 2016. Et surtout, il y a les élections du mi-terme en novembre 2014 et là Obama risque de recevoir un coup politique assez dur. Donc finalement Benjamin Netanyahou mise sur l'affaiblissement de Barack Obama dans les 2 prochaines années, un président qui va recevoir un coup politique en novembre 2014, c'est donc dans un mois, et en 2016 qui ne sera plus là. Les deux hommes ne s'entendent pas et tous les deux pensent qu'ils ne seront pas là à terme dans un an. Donc ça permet à chacun d'avoir le langage politique qui leur convient. Alors, finalement on a l'impression que les gouvernements passent, les présidents américains se succèdent, mais il y en a un qui reste et qui s'accroche, c'est Benjamin Netanyahou. Oui, mais sur le long terme et sur le plan stratégique, Éléonore, on ne peut pas nier et négliger le fait que la tension entre les deux présidents, c'est quelque chose qui s'infiltre dans l'opinion publique. Est-ce que ça a des conséquences aujourd'hui sur les Israéliens, ces tensions ? Sur les Israéliens, moins, mais si on voit les sondages au sein des Américains, il y a de plus en plus des partis et des classes de la jeunesse américaine qui pointent Israël comme l'accusé dans ce conflit du Moyen-Orient, comme un élément déstabilisateur de la région. Donc si pour le moment Israël peut compter sur les forces
pro-israélienne dans le Congrès américain, dans la communauté américaine en général. Sur le long terme, il faut être beaucoup plus prudent de la situation économique. Les vœux des jeunes américains vont, à mon avis, à l'encontre de la stratégie israélienne et de la place que Israël veut voir les États-Unis impliqués dans la région pour garder les intérêts américains aux dépens de l'économie américaine et aux dépens des intérêts de sécurité nationale américains. Donc sur le long terme, le pari de Benjamin Netanyahou, il est dangereux pour l'État d'Israël, peut-être c'est bien pour lui, pour sa survie politique, mais on n'a jamais entendu ces propos dans la presse américaine. Et ce n'est pas un hasard que ça vient ces jours-ci. Benjamin Netanyahou, la semaine dernière, a décidé de tourner sa veste, de renforcer une coalition régionale avec les pays arabes modérés vers le renforcement de sa coalition d'extrême droite, ce qui a suscité ces critiques de la part des Américains. Il y a quand même un point sur lequel Benjamin Netanyahou ne change pas, c'est Jérusalem une et indivisible. C'est le slogan de Benjamin Netanyahou. Finalement, il n'y a aucune chance que le gouvernement Netanyahou ne cède en ce qui concerne Jérusalem. Non, mais je crois qu'il faut lire entre les lignes. Le discours de Benjamin Netanyahou était clair à la Knesset lors de l'ouverture de la session parlementaire d'hiver. Il a dit une chose, et on n'a pas assez relevé. Il a dit « J'avais cru comprendre qu'il y avait un accord pour, finalement, sur les blocs d'implantation ». Et je crois un consensus, oui, mais parmi l'opinion publique israélienne, pas sur la scène internationale. Pas seulement, je veux dire, il semble évident, et le président Obama le dit lui-même, qu'il y aura une négociation sur les lignes de 67 avec échange de territoire. L'échange de territoire concerne ces blocs d'implantation. Donc Benjamin Netanyahou pensait que finalement il pouvait construire dans ces blocs d'implantation, puisque à terme il resterait israélien, et la même chose pour les quartiers juifs est de Jérusalem, notamment Gilo, Hachoma. Mais Maurice, la première fois que ce terme de bloc d'implantation a été soulevé, c'était dans les mi-90 au cours des négociations entre Israël et l'autorité palestinienne. Maintenant, ces blocs d'implantation sont devenus de surblocs, de superblocs d'implantation qui évitent que la solution de deux États soit une solution qui est viable. Voilà, est-ce que c'est réaliste de dire on va partager Jérusalem entre Arabes et Juifs dans le cadre d'un État palestinien à venir? Quand on voit la géographie de Jérusalem, c'est impossible. Le problème, ce n'est plus Jérusalem. Si on voyage dans les territoires en Cisjordanie, on voit c'est très difficile d'avoir une continuité territoriale pour l'État palestinien. Et ça, ce qui inquiète les Américains. On parle tout le temps des blocs d'implantation, mais ces blocs deviennent des blocs gigantesques qui évitent cette solution d'un État palestinien à être une solution viable. Ce qui fait craindre les Américains que dans quelques années, la solution, et d'ailleurs, des centres de recherche américains et européens sont en train de discuter la possibilité de la solution d'un État pour tout le monde. Et ça, c'est que d'ailleurs, il y a une élite palestinienne, une partie du leadership palestinien qui prend pour cela. Ils appellent le président Abbas à mettre de côté son appel permanent à la création d'un État israélien pour laisser la démographie et pour laisser l'opinion publique mondiale imposer sa solution. Allez, on va passer à un autre sujet parce qu'on est court en temps, je suis désolée, c'est la Syrie. Puisque les premiers renforts kurdes sont arrivés, les premiers Peshmerga, j'ai du mal ce matin, ont pris la route hier pour rejoindre la ville syrienne de Kobané. Ces Peshmerga ont dû transiter par la Turquie qui a finalement accepté, après des semaines, de les laisser passer sur son sol. On regarde, on en parle juste après. Des Peshmerga en renfort à Kobané. Les combattants kurdes ont quitté leur base en Irak pour rejoindre la ville syrienne afin de la défendre face aux djihadistes. Des officiers kurdes ont confirmé le départ de 2 contingents. Le premier est composé de 80 combattants. Ils ont quitté leur base d'Erbil en prenant la route. Le second contingent de 72 combattants partira mercredi pour la Turquie par les airs. Il rejoindra ensuite la frontière turco-syrienne vers Mursit Pinar, la localité la plus proche de Kobané. Les autorités turques ayant autorisé le passage de son territoire à ces dizaines de Peshmerga envoyés en renfort. Ankara qui souhaite également que l'opposition modérée syrienne prenne le contrôle de Kobané plutôt que les Kurdes ou le régime syrien.
Et par opposition modérée, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Davutoglu, entend l'armée syrienne libre, l'ASL. La Turquie plaide depuis un certain temps pour un renforcement de cette émanation de l'opposition modérée syrienne. Washington a de son côté engagé des discussions avec le principal parti kurde de Syrie, que la Turquie considère comme un mouvement terroriste. La Turquie fait également face à un afflux constant de réfugiés syriens, problème auquel est consacrée une conférence internationale à Berlin. Les réfugiés syriens, sujet constant d'inquiétude pour les pays voisins. Comme je l'ai déjà dit, les pays d'accueil approchent de leur capacité maximale à répondre aux besoins des réfugiés syriens. La limite a déjà été atteinte. Avec 3 millions de réfugiés dans les pays frontaliers et 6 millions de déplacés, près d'un Syrien sur 2 a changé de lieu de résidence depuis 2011. Maurice, est-ce que ces premiers renforts kurdes peuvent réellement changer quelque chose sur le terrain? Changer quelque chose peut-être à Kobané. Dans la situation en Syrie, je ne pense pas qu'il y ait un impact total. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, finalement, Kobané, c'est un point d'abcès qui a permis de concentrer toute l'attention et tous les efforts des alliés. On en oublie même l'Irak. Et on en oublie l'Irak et on en oublie même le reste de la Syrie, puisqu'aujourd'hui, les combats font rage à Alep, à Damas, et que le président Assad reprend apparemment la main et bombarde ces centres de la rébellion. La rébellion, pas uniquement d'Al-Nosra, la rébellion, disons, laïque en Syrie. Alors, il y a un jeu, là, il y a un jeu de contexte. Ces renforts vont permettre peut-être de faire durer les combats à Kobané, pas plus. Et il faut voir aussi que les Al-Nosra, qui est coupé de ces pistes, de ces voies de livraison d'armes sur la frontière avec la Turquie, finalement cherche maintenant à passer par le Liban. Et les combats à Tripoli le démontrent ces derniers temps. Je veux dire que là, il y a un jeu qui ne dépend pas des Kurdes et des 500 combattants kurdes qui sont une pièce dans l'échiquier. Alors quand même, ce volte-face d'Ankara, on y revient, qui pendant des semaines n'a pas voulu laisser passer, mais qui a finalement accepté de laisser passer ces Kurdes sur son territoire. Mais Ankara a proposé une nouvelle stratégie hier, c'est équiper et aider l'armée syrienne libre pour empêcher justement qu'une fois que l'État islamique soit évincé, ce soit le PKK par exemple qui reprenne le contrôle dans la ville, dans la région. C'était la condition ultime d'Ankara à la veille de la formation de cette coalition régionale internationale menée par les États-Unis, qu'en parallèle à la lutte anti-État islamique, anti-djihadiste, que la communauté internationale s'engage à entraîner et à armer les rébellions modérées syriens. On sait que les rébellions modérées syriens, c'est une terminologie un peu abstraite et un peu différente entre Ankara et entre l'Europe, par exemple, et les États-Unis. Pour les États-Unis et les Européens, les rebelles modérés sont l'armée libre, séculaire, issue même de l'ancien régime ou du régime de Bachar Assad, alors que pour Ankara et notamment pour l'Arabie Saoudite, il y a des modérés au sein des djihadistes islamique. Merci, allez Wagan, merci Maurice Fergan d'avoir été avec nous. À suivre, on va parler de ces mères porteuses pour tous en Israël, une loi qui a été approuvée ce lundi par le gouvernement israélien qui autorise désormais les couples homosexuels et les célibataires à avoir recours au service de ces mères porteuses. C'est dans un instant, restez avec nous après le journal. Il est 8h42 à Tel Aviv. Merci d'être de retour avec nous sur le plateau du Morning. On va tout de suite aborder un sujet encore très tabou dans les sociétés occidentales. Il s'agit de la gestation pour autrui. Ces mères porteuses, eh bien figurez-vous qu'en Israël, la législation est avant-gardiste puisque ce lundi, une loi a été approuvée à la première lecture par le Parlement israélien. Les mères porteuses pourront servir également les couples homosexuels et les célibataires en Israël. Israël, je le rappelle, est le premier pays à avoir légiféré sur la question dès 1996. Marie-Françoise Lantieri, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous êtes partie à la rencontre de ces femmes dont la grossesse n'est pas vraiment la leur. On va regarder tout de suite un extrait de ce reportage et on en parle juste après. Nous sommes à Dimona, dans une cité pauvre de la ville. Lital vit ici avec son mari et ses 2 enfants. Elle a accouché il y a 2 mois et évoque sa dernière grossesse avec sa fille. Qui est dans le ventre de maman?
Ta petite sœur? Le bébé De qui? de l'ami de maman. Qu'est-ce que je t'ai raconté? Tu te souviens? J'ai gardé le bébé dans mon ventre. Et quand il est sorti, qu'est-ce qu'on a fait? Où est le bébé? Chez sa mère. Israël est le premier pays au monde à avoir créé une loi pour réglementer la gestation pour autrui sous forme commerciale. C'était en 1996. Rona Schulz, professeur de droit et spécialiste de cette question. En Europe, il n'y a pas de pays qui autorise la gestation pour autrui commerciale. Dans certains cas, elle est complètement interdite. Dans les autres, seule la gestation pour autrui altruiste est autorisée. Après la naissance de Libye, Merav a eu l'idée de créer un centre afin d'aider les différentes parties tout au long des difficiles étapes de la gestation pour autrui. Les mères porteuses sont recrutées grâce à des publicités postées sur Internet et Facebook. Merav se charge ensuite de les mettre en relation avec les couples. Il y a 2 avocats dans l'histoire, un qui représente le couple et un pour la mère porteuse. Ils donnent des conseils sur le contenu du contrat à signer. On envoie le dossier complet au comité. Le couple et la mère porteuse sont convoqués au comité qui entend la mère porteuse et invite les parties à signer le contrat. Tous les frais sont à la charge des parents. Les frais d'avocat, médicaux, les déplacements, jusqu'aux consultations avec le psychologue. L'argent est sur un compte bloqué, ce qui permet de protéger les 2 parties. Astar est totalement investie dans cette grossesse qu'elle vit comme une mission et un don d'elle-même aux parents. J'attends le moment où elle va sortir et je la mettrai dans les mains de sa mère. Sa mère. Je pense tout le temps à ça, c'est ça mon rêve. C'est ça l'image que j'ai dans la tête. Que la mère la tient dans ses bras. C'est ça le bonheur. Voilà pour cet extrait du reportage que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.i24news.tv en français, en anglais et en arabe. Alors Marie-Françoise, on va revenir sur les critères d'éligibilité à la gestation pour autrui selon cette nouvelle loi qui a été donc approuvée par la Knesset lundi dernier. Alors les critères d'éligibilité jusqu'à présent, c'était que la mère devait être stérile, que la mère porteuse devait déjà avoir eu un enfant, qu'elle ne pouvait pas donner son ovule et qu'il y avait aussi des limites d'âge, notamment la mère porteuse ne devait pas avoir plus de 38 ans, les parents plus de 58 ans, et des conditions aussi que les différentes parties devaient avoir la même religion. Et puis évidemment que les parents devaient être mariés, ce qui aujourd'hui va changer. Complètement différent, bien sûr. Alors qu'est-ce qui va changer justement concrètement aujourd'hui? Alors ce qui va changer, c'est... Alors d'abord, on n'est pas encore certain que la loi va passer. On a encore plusieurs lectures à la Knesset. Ce qui va changer, c'est donc que les homosexuels et les personnes célibataires vont pouvoir avoir accès à la gestation pour autrui et aux mères porteuses israéliennes, puisqu'avant, ils étaient obligés d'aller à l'étranger pour pouvoir trouver des mères porteuses. Aujourd'hui, ils pourront avoir accès aux mères porteuses israéliennes. Voilà. Alors justement, qui sont ces femmes qui acceptent de porter un enfant qui n'est pas leur pendant 9 mois? Parce qu'une grossesse, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'un simple don de sperme. Alors, il ne faut pas se mentir. Ces femmes sont pour la plupart des femmes qui viennent de milieux socio-économiques défavorisés. Voilà. Elles n'ont pas fait beaucoup d'études et leurs premières motivations sont essentiellement financières. Ceci dit, les choses évoluent considérablement au cours du processus et il se joue là une partition à 4 assez complexe. Les parties sont amenées à être en relation assez fréquemment et du coup la mère porteuse a conscience de la détresse des parents et finit par s'investir elle-même dans ce projet et de se sentir investie d'une mission de donner la vie et de donner un enfant à ces couples. Et ce qui fait qu'à la fin, il y a des relations très fortes qui peuvent se nouer et dans un cas sur 2, on a des gens qui restent en relation après la naissance du bébé. On peut quand même se poser des questions sur les dérives de cette loi, parce que vous l'avez dit, il s'agit de femmes qui viennent généralement, qui sont issues de milieux défavorisés, des femmes jeunes, qui ne prennent pas forcément toujours conscience du danger physique, mental que peut susciter ce genre de grossesse. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs questions que ça pose. Indéniablement, le problème de la commercialisation du corps de la femme, c'est clair. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans l'argument d'ailleurs des détracteurs de cette loi qui disent on vend le corps de la femme finalement. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans la plupart des pays européens, c'est autorisé, mais
dans les pays qui l'autorisent, pardon, la France ne fait non, pas pas du tout, c'est autorisé uniquement sous forme altruiste. C'est-à-dire qu'il est interdit d'y avoir un échange commercial et ça ne peut être que la personne de l'environnement, de l'entourage, de la famille qui peuvent le faire. Donc voilà. Alors la dérive possible aussi, c'est que concrètement, alors ça c'est une autre forme de dérive, mais le fait que les couples homosexuels et les personnes seules puissent avoir accès à cette forme de procréation médicalement assistée, ça va augmenter considérablement la demande. Et en augmentant considérablement la demande, on peut avoir des dérives parce que jusqu'à présent, il y avait un comité qui sélectionnait très strictement le profil de ces femmes. Et d'ailleurs, on a eu très peu de problèmes en Israël. Il y a eu très peu de dérives et de dérapages comme aux États-Unis où il y avait des femmes qui ne voulaient plus de rendre l'enfant, par exemple. Et le fait d'augmenter considérablement la demande, ça risque d'en être obligé peut-être d'assouplir les critères et donc de se retrouver avec soit des femmes être un peu moins regardants sur le profil de ces femmes ou alors allonger considérablement aussi les listes d'attente. C'est un problème. Ça a l'air facile comme ça, mais on le disait justement, en Israël, il y aurait quand même une série de tests, de procédés bureaucratiques, d'agences, etc., avant de pouvoir réellement arriver à faire un deal donc, entre cette mère porteuse et ce couple. Donc ça va être quand même très compliqué. Mais c'est déjà très compliqué. C'est déjà très compliqué. Il faut savoir qu'en Israël, c'est très strictement encadré. C'est-à-dire que c'est un comité ministériel nommé par le ministère de la Santé qui va recevoir les dossiers, les demandes de gestation pour autrui. C'est lui qui les analyse point par point. Alors, on a des centres de gestation pour autrui qui aident les parents à monter ce dossier et les parents doivent passer par une batterie de tests qui sont notamment des tests médicaux, logiquement, pour éviter, évacuer les risques de contamination, sida, hépatite, etc., mais aussi des tests psychologiques. On évalue le passé psychiatrique des parents, leur capacité à supporter le processus qui est très long. On évalue aussi les motivations de la mère porteuse, ses capacités, son environnement psychologique, affectif, familial, social, etc. Donc c'est une batterie de médecins et de psychologues qui vont évaluer justement si cette mère porteuse peut être autorisée et les parents aussi. Et environ, on a 40 naissances par an en ce moment, quelque chose comme ça, quoi, depuis... Alors, au-delà de la législation et de cette nouvelle loi qui ravit, je pense, beaucoup de couples, c'est quand même deux visions de la famille qui s'affrontent, hein. En Israël surtout, où les religieux ont beaucoup de place. Et d'ailleurs, on va revenir sur cette déclaration d'Ouri Ariel, ministre du Logement et membre du parti Foyer Juif, qui a déclaré que cette loi soulève des problèmes éthiques et moraux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, c'est clair que là, on a deux visions de la famille qui s'affrontent complètement. C'est-à-dire la vision de la famille traditionnelle dans laquelle il y a un père, une mère et des enfants. Et là, concrètement, on ouvre la porte et on est en train d'avancer sur le chemin du droit des homosexuels à la parentalité, donc à la famille homoparentale ou famille célibataire, ce qui est évidemment quelque chose qui est totalement réfuté par ces tenants de la famille traditionnelle. Merci beaucoup, Marie-Françoise. Merci. Bonjour Maxime Pérez. On va tout de suite regarder ce reportage que vous êtes parti filmer sur la marine israélienne qui vient de procéder à un exercice naval dans le nord du pays. L'objectif paraît à une éventuelle tentative d'infiltration maritime depuis le territoire libanais. On regarde ce reportage, on en parle juste après. On les appelle les Super Dvorah. Ce sont les patrouilleurs rapides de la marine israélienne. Dans chaque embarcation, une dizaine d'hommes entraînés au combat naval. Leur mission, surveiller la frontière nord d'Israël, ou plutôt scruter toute embarcation suspecte en provenance des côtes libanaises. Du fait de la proximité entre la frontière libanaise et les premières localités israéliennes, il y a un risque très important d'infiltration. Le temps qu'il faut à une petite embarcation rapide pour passer la frontière et atteindre le littoral israélien pour attaquer des civils, c'est quelques secondes. On parle de 10 à 40 secondes. Il y a les risques d'infiltration par la mer, mais aussi un sérieux litige autour des frontières maritimes avec le Liban. Beyrouth accuse son voisin israélien d'empiéter sur ses eaux territoriales en exploitant les immenses gisements de gaz au large de la Méditerranée. À plusieurs reprises d'ailleurs, le Hezbollah a menacé de prendre pour cible ses ressources stratégiques pour Israël. En mer, dans certaines circonstances, notre mission est aussi d'empêcher des attaques ou des actes de sabotage contre nos plateformes de gaz en Méditerranée. Pour maintenir leur capacité opérationnelle, ces unités d'intervention rapide s'entraînent une fois par mois, en conditions réelles. En cas d'incident,
Ces patrouilleurs sont les premiers à intervenir sur zone. Parmi les scénarios que répètent ces marins, la coordination avec l'armée de l'air, comme cet hélicoptère Panther. En cas d'accrochage, ces appareils peuvent être amenés à participer au combat. Mais le plus souvent, ils sont sollicités pour évacuer des blessés. Leur soutien est indispensable au bateau. Ces patrouilleurs opèrent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. C'est d'ailleurs quand le soleil se couche que la situation devient critique. La nuit, la visibilité est moins bonne et notre crainte évidemment, c'est une attaque. Il y a donc une vraie difficulté, ce qui nécessite d'être très soudé, beaucoup plus vigilant et aussi plus précis, de manière à réagir dans un laps de temps très rapide et avec beaucoup de professionnalisme. Une vigilance sans arrêt mise à l'épreuve, des répétitions jusqu'à l'épuisement et dans n'importe quel type de conditions. Dans cette simulation, un patrouilleur doit détruire une cible suspecte, symbolisée par cette bouée. Une unité d'intervention a quelques minutes pour rejoindre le point d'impact et déclencher un véritable déluge de feu. Après plus d'une dizaine d'heures d'entraînement, ces hommes rentrent à quai au port militaire de Haïfa. Indirectement, leur présence à la frontière libanaise sert aussi à défendre la troisième ville du pays, une agglomération de 500 000 habitants et aussi l'un des poumons économiques d'Israël. Voilà, on l'a vu, Maxime Pérez, vous y étiez. Alors, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'Israël est prêt en cas d'infiltration depuis le territoire libanais? Rassurez-nous. Eh bien, cette menace est réelle et la crainte a été renforcée par ce qui s'est passé cet été au large de la bande de Gaza avec ces tentatives d'infiltration du Hamas à 3 reprises, notamment du fait de cette proximité qui existe avec les localités israéliennes frontalières de Gaza. Eh bien, on peut constater que ce même scénario, cette même situation existe à la frontière nord avec une distance de quelques centaines de mètres parfois entre le territoire libanais et les premiers kibboutz israéliens de la frontière nord. Pour un bateau, il faut à peu près de 10 à 40 secondes en provenance du Liban pour atteindre les côtes israéliennes. Donc cela nécessite évidemment une vigilance de tous les instants. On peut supposer aussi qu'il y a une volonté aussi du côté israélien de montrer un message dissuasif à l'égard du Hezbollah qui a menacé d'utiliser ce genre de stratèges pour mener des attaques contre Israël. Et puis parce qu'il y a aussi aujourd'hui ce litige frontalier extrêmement complexe entre Israël et le Liban autour des ressources de gaz qui sont évidemment qui peuvent évidemment apporter beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, à la fois pour Israël et pour le Liban. Et le Hezbollah s'en sert évidemment comme potentiel casus belli pour ouvrir les hostilités contre Israël. Donc une présence extrêmement dissuasive de la marine israélienne à la frontière. Alors justement, pourquoi avoir choisi ce moment, pourquoi avoir choisi maintenant pour faire cet exercice naval? Est-ce qu'il y a des réels risques? Est-ce qu'Israël évalue qu'il y a une réelle menace aujourd'hui du Liban contre Israël? Oui, aujourd'hui, après 7 années de calme à la frontière israélo-libanaise, les hostilités ont repris. Le Hezbollah a clairement annoncé qu'il changeait sa politique à l'égard d'Israël. Autant dire qu'il sortait, autrement dit qu'il sortait de sa politique de retenue qui était observée depuis la Deuxième Guerre du Liban en 2006. Il y a eu ces attaques frontalières il y a plusieurs semaines. Aussi, enfin, la frontière, ouais. Absolument, hein, ces attaques frontalières dans le secteur des fermes de Sheba. Alors on parle de menaces terrestres évidemment, mais encore une fois, cette proximité avec le territoire israélien au niveau maritime fait que la menace est certainement encore plus importante par la mer, avec le risque de voir des commandos s'infiltrer, des bateaux piégés également. Et il faut savoir qu'entre la frontière libanaise et Haïfa, il y a à peine la distance se parcourt en l'espace d'une vingtaine de minutes. Haïfa, c'est la 3e ville du pays, un port de commerce, le poumon économique d'Israël. Donc évidemment, cette défense du territoire israélien doit se faire en amont depuis la frontière libanaise. Merci beaucoup Maxime Pérez pour ces images et ces explications. Merci Marie-Françoise Lantieri d'avoir été avec nous. Restez avec nous, n'allez nulle part. À suivre, on reviendra sur 2 femmes. L'une suscite l'admiration et la fascination, et l'autre le feu des critiques. Victoria Beckham et Mélanie Laurent, c'est dans un instant sur i24 News. De
retour sur le plateau du Morning, il est 9h12 et nous sommes en compagnie de Laetitia Lorelli. Bonjour Laetitia. Bonjour. Et de Bethsabée Salem. Vous allez nous emmener, bonjour Bethsabée, vous allez nous emmener au Libéria, une destination pas vraiment très prisée dernièrement. Voilà, c'est le premier des 5 clics donc, sur l'Ebola avec ce reportage au Libéria, effectivement publié par le New York Times et dans lequel le journaliste raconte l'histoire d'une jeune libérienne de 23 ans. Elle a perdu son mari, victime de l'Ebola, après qu'il a aidé un étranger qui était malade, qui était dans leur village. 5 jours plus tard, elle a perdu son petit garçon d'1 an. Il est mort dans ses bras alors qu'elle était elle-même à peine consciente, donc malade elle-même. Elle a survécu au virus mortel, quand bien même sa perfusion n'a pas été changée aussi souvent qu'il aurait fallu. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à chaque fois, le personnel soignant prend des risques, mais elle a dû supporter plus que personne n'en est capable. Et le journaliste de se demander comment peut-on soigner des gens de cette façon dans des cabanes de bois au milieu de la forêt, avec des quantités de médicaments qui sont limitées, avec un temps limité aussi d'utilisation de ces fameuses combinaisons de protection. Le personnel soignant fait ce qu'il peut, bien sûr, mais il n'a pas les moyens de combattre la maladie comme il le faudrait. Alors, ce sont des combines sans arrêt. On accroche une perfusion aux charpentes d'une cabane avec une corde. On fait des choix de dernier moment de s'occuper de malades plutôt que d'autres. On improvise. Et à l'autre bout de la planète, on regarde tout ça avec beaucoup d'angoisse. Alors, on a parlé hier des États-Unis, où la psychose commence à gonfler. Les mesures, quand même, dans les pays occidentaux, comme aux États-Unis ou en France, sont quand même beaucoup plus avancées que dans ces pays d'Afrique de l'Ouest où exactement, on a peur en tout cas de la propagation du virus. Et alors, en Corée du Nord, Le Point nous raconte que le royaume ermite mérite plus que jamais son nom, écrit le correspondant du Point sur place. Pyongyang a en effet suspendu sine die toutes les arrivées sur son sol. Voilà, chacun sa façon. Allez, pour le deuxième clic, on parle encore de l'État islamique et de Daesh. Exactement. Alors, un autre reportage publié par CNN, cette fois, sur des hommes de Daesh qui sont, une fois n'est pas coutume, en captivité, faits prisonniers par des Kurdes. Ça se passe au nord de la Syrie. Alors, le journaliste de CNN les a rencontrés, leur raconte qu'il a été obligé de rejoindre le groupe pour la sécurité de sa famille, qu'on lui a fait poser une bombe, enfin il a quand même été payé $3 600, une bombe qui a sans doute tué son propre neveu. Il explique qu'on a acheté leur service, on a vendu un État islamique qui était pour la justice, pour l'islam. Ils nous ont menti, lance-t-il. Un autre prisonnier est le journaliste dit à peine un homme, il a 19 ans seulement et lui aussi a été payé pour se battre. Alors il emporte des terribles cicatrices, comme d'énormes cicatrices sur son ventre où on lui a tiré dessus 3 fois. Alors pourquoi il a continué à se battre ? On se demande, eh bien il prétend qu'on leur donnait des drogues, des hallucinogènes qui font que vous allez vous battre en vous fichant finalement si vous allez y laisser ou non votre peau. Allez, direction la France avec un sujet un petit peu plus léger puisqu'on va parler télé-réalité bientôt sur le petit écran qui fait déjà beaucoup de bruit en France. Alors d'aucuns vous diront que c'est pas léger du tout. En tout cas, c'est une véritable polémique sur laquelle les Échos se sont penchés. 8 élus français ont accepté de participer à une émission donc, de télé-réalité où ils vivront pendant 24 heures la vie de Français ordinaire, titre provisoire, monsieur et madame tout le monde. Alors en scène, par exemple, vous avez Bernard Ockoyer, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale française, qui s'est retrouvé immergé 24 heures aux urgences d'un hôpital de la région parisienne. Samia Ghali, qui est sénatrice et aussi maire du 8e arrondissement de Marseille, se serait apparemment glissée dans la peau d'une secrétaire divorcée, qui plus est mère de 2 enfants à la recherche d'un logement. Ouh là là. Alors bien sûr, face à ces participants si téméraires, eh bien, se trouvent les détracteurs. Vous avez par exemple l'ex-premier ministre François Fillon. S'ils ont besoin de se déguiser pour aller voir la vraie vie, ils ont un problème. Il n'a pas forcément tort. Ouais, et puis à l'heure où tout est complètement sur Internet ou sur les hommes politiques n'ont plus aucune limite et finalement déballent leur vie quotidienne, c'est seulement l'étape de plus. Exactement. En tout cas, on va bien rigoler quand ce sera à la télé. Ouais. Allez, on continue à parler d'acteurs avec Victoria Beckham. Voilà, Victoria Beckham qui a été désignée meilleure entrepreneur, on dit bien britannique 2014. Paris Match, par exemple, nous rappelle que Victoria Beckham a été propulsée en 1994, bien sûr, grâce au groupe de musique des Spice Girls. Puis, elle a entamé une carrière de designer en 2008, après plusieurs années de collaboration avec les plus grands stylistes. Alors, la maison, Victoria Beckham, élégante et minimaliste, nous dit Paris Match, et appréciée de toutes les célébrités. Alors, Forbes revient sur la vague de critiques, justement, qui prétendent que son business a marché, en fait, simplement parce qu'elle a épousé David Beckham,
insensé, dit Forbes, qui souligne comment ses affaires ont marché. Par exemple, sa boutique à Londres, à Mayfair, a triplé son chiffre d'affaires en 5 ans, passant de 1 à 3 millions de livres. En gros, ça fait 1,2 million d'euros à presque 5, à quasiment 4 millions d'euros. Donc, quand même, elle a peut-être mérité ce titre de carrière. C'est assez rigolo, parce qu'ils disent du coup que Victoria Beckham marche grâce à son mari, mais il y en a d'autres qui disent que son mari marche grâce à elle. Donc c'est... En tout cas, ils sont bien trouvés. Voilà. Victoria Beckham et son mari. Ouais, on finit avec une autre star française cette fois, qui attire elle les critiques. Voilà, alors c'est Mélanie Laurent, beaucoup moins chanceuse. Question classement, là c'est plutôt le classement de celle dont on s'est le plus moqué ces derniers jours. En cause notamment cette petite phrase qu'elle a lancée, dont certainement elle regrette cette petite phrase: je suis curieuse de tout. Alors depuis, Mélanie Laurent est sujet à toutes les critiques, c'est le symbole du narcissisme, mais Slate, regardez, ne se laisse pas faire, laissez Mélanie Laurent tranquille. À contre-courant, le journal affirme que cette détestation n'est qu'une énième manifestation de sexisme. Alors pourtant il y a pas mal de filles aussi qui se moquent d'elle, mais bon, en fait, elle n'a rien fait de terrible, nous dit Slate, seulement ce montage que des petits malins se sont amusés à faire, donc un montage vidéo qu'on trouve sur Internet, où il y a un ensemble de citations de l'actrice qui donne un résultat qui prête à sourire. Alors vous avez par exemple, voilà, je suis curieuse de partout, on l'a dit, je passe ma vie à inventer, ou encore je tue Hitler dans mes rêves depuis que j'ai 4 ans. Comme quoi, il faut jamais vraiment dire ce qu'on pense quand on est connu. Merci beaucoup Betsabé Salem. On va tout de suite parler d'un entrepreneur israélien qui a créé une école assez particulière pour tenter d'intégrer la communauté éthiopienne. On regarde ce reportage de Charlotte Attal. Dans la région de Motza, à quelques minutes de Jérusalem, se trouve un lieu qu'on ne devinerait pas, la compagnie Hivel. Créée par Isaac Lévy et sa femme Orna afin d'aider les minorités sociales du pays. Ils y créent des bijoux, travaillent les pierres précieuses, les diamants, l'or, l'argent. Mais depuis 3 ans, ils ont décidé de transmettre ce savoir-faire à la communauté qui connaît un réel problème d'intégration en Israël, les immigrants éthiopiens. Megemeria est née, une école de joaillerie, mais surtout une invitation à la profession, au design et à la gestion d'entreprises réservée aux Éthiopiens israéliens. Ce nouveau départ était un souhait très personnel du fondateur de l'entreprise, Isaac Lévy, qui, en tant qu'immigrant argentin, voulait proposer l'aide qu'il n'avait pas reçue une fois arrivé en Israël. En tant qu'immigrant argentin, j'ai ressenti ce que les Éthiopiens ressentent aujourd'hui. Personne ne me regardait ou ne me donnait ma chance. Et c'est pourquoi j'avais envie de créer cette école avec une communauté qui, je pense, avait besoin de ça, besoin d'être entourée et encadrée, plus que les autres. Et s'ils sont 22 étudiants à être encadrés, ils sont près de 2000 à postuler chaque année pour intégrer Megemeria. Et les critères sont toutefois opposés aux conditions d'entrée d'autres écoles. Ne disposer d'aucun diplôme, avoir entre 20 et 50 ans et être réellement dans le besoin. La sélection peut être compliquée pour les fondateurs qui aimeraient offrir un avenir à tous ceux qui se présentent. Mais pour les chanceux qui feront partie des derniers sélectionnés, l'école leur verse une bourse d'environ 1 000 $ par mois et leur permet de vendre leur création. Pour cet immigrant ancien garde de sécurité, suivre ses cours lui ont mis un pied à l'étrier. Avant, je ne travaillais pas dans la bijouterie, mais avant d'immigrer en Israël, je travaillais déjà avec mes mains, comme couturier. Alors je me suis dit que ça pouvait m'aider à suivre ce cours plus facilement. Tout d'abord, je suis un nouvel immigrant et la langue est nouvelle pour moi et ce n'est pas facile. J'ai vu un grand changement entre travailler comme gardien pour une entreprise de sécurité et apprendre un nouveau métier, celui de bijoutier. Et ce cours m'a vraiment donné une impression de changement de vie. Ça m'a donné confiance en moi. Celui qui veut, peut dans la vie. S'il le veut, il peut tout changer. Et ce processus me rend vraiment heureux. Inspirés de la culture judéo-éthiopienne, les pièces Megemeria sont des bijoux créés en or ou en argent avec des inscriptions en hébreu ou en langue amharique. Le diplôme de l'école Megemeria est reconnu par l'État, mais il a surtout pour but d'offrir un autre avenir aux Éthiopiens israéliens. Et pour ceux qui auraient toujours du mal à s'intégrer, la compagnie leur offre une place au sein d'Hivel. Et les élèves pourront ainsi travailler auprès de professionnels du design et de joaillerie. Mais la compagnie ne s'arrête pas là, puisqu'Isaac et Orna souhaitent développer leur concept entreprise-école de joaillerie à Nazareth, qui sera ouverte aux juifs, aux musulmans et aux chrétiens de Galilée.
Allez, on va parler cinéma avec Laetitia Loreni, le cinéma iranien dont on parle de plus en plus. Et vous allez nous parler d'un film assez original, je crois. Oui, un film iranien très original, ça s'appelle A Girl Walks Home Alone at Night. Traduction en français, une fille qui rentre chez elle seule le soir. En Iran, ouais, c'est pas très prudent. Alors, le film est censé se dérouler en Iran, mais ça a été tourné en Californie. Je vais vous expliquer très vite pourquoi. On en entend beaucoup parler de ce film, parce qu'il a été projeté d'abord à Sundance, plus récemment au festival du film américain de Deauville. C'est réalisé par la jeune réalisatrice iranienne Anna Lili Amirpour, pour qui c'est le premier film. Pourquoi c'est original? On regarde ça tout de suite en images. اگه الان یه دونه طوفان میومد، یه دونه طوفان خیلی شدید از پشت اون کوه چیزی عوض میشد. Ça a l'air spécial, hein, étonnant pour un film iranien. iranien. Il faut savoir qu'en Iran, eh bien, c'est extrêmement compliqué de faire du cinéma, comme vous pouvez vous l'imaginer, puisqu'on n'a pas le droit de montrer beaucoup de censure du gouvernement. On n'a pas le droit de montrer de la peau, on n'a pas le droit de montrer de l'alcool, on n'a pas le droit de montrer des cigarettes. Les femmes doivent être couvertes de haut en bas. Et puis, en Iran, on n'a pas non plus le droit d'écouter du rock and roll et ni d'en faire. D'ailleurs, il y a un réalisateur qui avait fait un reportage là-dessus sur la scène underground iranienne du rock'n'roll qui était assez intéressante. Donc là, cette jeune iranienne a tourné, comme je vous l'ai dit, son film en Californie pour avoir la possibilité, pour avoir une liberté artistique complète. C'est un film qui est très intéressant puisque c'est pas seulement... Elle ne peut évidemment pas revenir en Iran. Vous avez vu les images, il n'y avait pas de sous-titres, mais en gros, on comprend le concept. C'est un film de vampire. C'est une jeune femme qui se balade dans les rues la nuit et qui, en fait, se jette sur tous les déchets de la société, entre guillemets, les scums en anglais, et qui en fait leur suce le sang. C'est une critique totale de la société iranienne à travers un film qui mélange le western, on a entendu la musique, le film noir, l'horreur, le drame, la romance, l'art expressionniste, la comédie, le thriller et le commentaire social, tout ça dans un film qui révolutionne le film de vampire. Ouais, ça donne envie. Ça sort quand? Alors, en France, c'est annoncé prochainement. Ils sont certainement en train d'essayer de trouver un distributeur. En tout cas, aux États-Unis, ça va sortir dans plusieurs cinémas au mois de décembre à New York et à Los Angeles. Donc, pour ceux qui sont aux États-Unis, voilà, allez le voir. Allez voir ce film. Et Jennifer Aniston, à présent, qui, elle, n'a pas hésité à laisser tomber le glamour, le temps d'un tournage. C'est rare pour Jennifer Aniston. Oui, Jennifer Aniston qui va, elle aussi, presque du côté du vampire, mais pas dans le bon sens du terme. Elle s'est métamorphosée, voilà, vous voyez sur ces images. Ça va, hein. C'est pas encore un vampire. Quand on connaît Jennifer, quand on connaît la Jennifer Aniston habituellement, impeccable, pas maquillée, avec des cicatrices tout autour du visage, elle est grossie, elle a pris presque 20 kilos pour le film. C'est donc ce film qui s'appelle Cake, où elle joue une femme qui a eu un accident de voiture et qui devient addict aux painkillers, aux antidouleurs. Elle va tomber amoureuse d'un homme qui a perdu, lui, sa femme, et elle va rêver toutes les nuits de la femme, de cet homme dont elle est tombée amoureuse, et elle va hanter ses rêves. Donc c'est un espèce de descente aux enfers d'une femme lambda américaine, comme vous le voyez, donc complètement amochie, scarisée, et c'est donc le réalisateur de ce film, c'est Daniel Barnes, qui a choisi dès le départ, dès l'écriture du scénario, qui a choisi de prendre Jennifer Aniston. Et là, bien évidemment, je choisis des petites images quand même où elle est jolie, Jennifer Aniston. Alors, ce qui va être assez ironique cette année, c'est que donc Jennifer Aniston, qui n'est pas connue pour être l'actrice à l'Oscar, a son premier Oscar buzz. C'est pas son registre habituel de faire des films comme ça, bien sûr. Habituellement, c'est plutôt comédie romantique, un peu à l'eau de rose. Alors on voit que ces derniers temps, elle a essayé quand même d'aller vers le drame, un petit peu comme Reese Witherspoon, qui avait commencé elle avec La Revanche d'une blonde et qui avait finalement reçu l'Oscar en 2005 pour Walk the Line. Là, voilà, on a l'impression que Jennifer Aniston a envie de se légitimiser complètement
pas seulement face à son public, mais aussi face à l'industrie du cinéma qui la considéra toujours comme la petite chérie américaine, the girl next door, comme ils disent là-bas. C'est vrai que Jennifer Aniston, tout ce qu'elle touche, ça devient de l'or, à part Brad Pitt, ça, c'est plutôt devenu du bronze. Mais bon, je reviens à l'ironie de cette année, et pour le Oscar Buzz, c'est que cette année, elle va certainement se retrouver en compétition aux Oscars face à Angelina Jolie 10 ans plus tard, à peut-être la revanche d'une blonde, du coup. La revanche d'une blonde. Très bien, merci Laetitia Loreni, merci à Bethsabée Salem d'avoir été avec nous. N'allez nulle part, dans un instant, on vous parlera de cybercoalition. C'est la nouvelle façon des États-Unis de lutter contre l'État islamique. Et c'est, vous en doutez, sur Internet. On en reparle dans un instant, après le journal. Dernière partie du Morning, merci de nous retrouver sur i24 News. Nous sommes toujours avec Bethsabée Salem qui a seulement changé de place et Rudy Saada, grâce à Rudy. Bonjour et rebonjour à vous. On va parler avec vous, Bethsabée, de cette nouvelle stratégie de l'État islamique, après les pas de l'État islamique, de la coalition internationale, après les frappes aériennes. À cause de la stratégie de l'État islamique. Bon, c'est trop compliqué. Bref, on va parler de cette nouvelle cybercoalition. C'est la nouvelle stratégie qu'ont trouvée les États-Unis pour lutter contre l'État islamique. Exactement. Alors le débat est donc ouvert dans les médias puisque les États-Unis souhaitent combattre aussi sur Internet l'État islamique et bien sûr ça donne une équation pas très agréable, terrorisme ou liberté, puisque cette lutte contre le terrorisme risque d'avoir des répercussions sur les libertés, puisque Internet c'est un média. Le problème, Internet c'est devenu un outil de terrorisme, on l'a vu ces derniers temps, le moyen pour Daesh de recruter encore plus d'occidentaux, de jeunes combattants en herbe. On sait que ces occidentaux arrivent par centaines, attirés notamment par ce matériel publié par l'organisation, de nombreuses vidéos de propagande, un magazine aussi au graphisme soigné, sans compter cet outil en or, les réseaux sociaux. Rudy est bien placé pour le savoir. Et l'opération menée par Daesh est d'autant plus productive que 40% de l'humanité est connectée, avec des avantages aussi sur Internet. Bien sûr, l'information à laquelle Internet donne accès parfois permet à des gens qui sont dans des pays sous censure d'avoir quand même, en trafiquant, moyen d'avoir accès à l'information. Ou alors des applications comme cette application qui fait beaucoup parler d'elle en France, Gov, qui permet à chacun d'exprimer son point de vue sur un homme politique, voire de proposer un candidat complètement inconnu. Et puis, il y a les risques qui vont avec cette méga utilisation, depuis toutes sortes d'atteintes à la liberté, à l'atteinte à la confidentialité. On a vu depuis ces stars qui se retrouvent toutes nues sur Internet, vos données qui sont volées, voire des risques d'espionnage et donc la propagande terroriste. Voilà. Alors Internet donc donne trop de pouvoir aux extrémistes, mais bien sûr la censure d'Internet proposée par les États-Unis, ça fait quand même un peu grincer des dents. Ça fait grincer des dents, pas forcément par les défenseurs de Daesh, non, mais juste en termes d'atteinte aux droits, aux libertés numériques. Alors si la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été prise le 24 septembre, qui condamne la violence fanatique, entend prévenir surtout l'afflux de ces combattants terroristes dont on a parlé, il semblerait que certains pays, par exemple la Chine, y aient vu, sous prétexte de lutter elle aussi contre le terrorisme, le moyen de réprimer ses propres mouvements séparatistes, sans compter que pour le moment, les initiatives visant à restreindre l'usage que l'État islamique fait d'Internet n'ont eu pas beaucoup d'effet. Par exemple, en Irak, où on est habitué à faire attention à ces atteintes aux libertés menées par le gouvernement, ça a provoqué la résistance de militants locaux contre un couvre-feu numérique qui avait été proposé. Alors il y a eu aussi des réseaux sociaux populaires pour leur majorité comme Twitter, Facebook, YouTube, qui ont aussi tenté de supprimer les contenus postés par l'État islamique. Mais alors là, le problème, c'est que c'est très facile de vous refaire un compte, de reposter une vidéo, et bien sûr, ce genre d'initiatives se sont révélées sur ces réseaux sociaux qui sont les plus populaires, finalement inutiles. On va justement en parler avec François Bernard-Huy qui nous a rejoint par téléphone. Il est directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de cyberstratégie. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut concrètement maîtriser le terrorisme sur Internet ? Honnêtement, non, pour deux raisons. D'abord, c'est la structure même
d'Internet, qui est un réseau de réseaux qui permet à leur message de passer d'une manière ou d'une autre. Et comme je l'entendais très justement à l'instant, dès que vous coupez un compte Twitter, il va réapparaître avec une toute petite variante quelques secondes après. L'autre raison, c'est que les terroristes sont devenus plus malins, hein. Ils ont appris les techniques, ils ne vont plus sur des sites qui sont faciles à défacer ou à supprimer, ils sont beaucoup plus mobiles. Et par exemple, l'État islamique a récemment publié un manuel pour ses militants, pour leur dire les précautions à prendre quand ils postent, vous savez, le genre de vidéos ou de photos qu'ils postent, ou avec des décapitations, des exécutions, en leur disant faites attention aux métadonnées, ne donnez pas d'indications qui puissent vous géolocaliser. Donc, il sera très difficile d'empêcher ce genre de propos de circuler, sauf effectivement à être dans un pays comme la Chine, puisque la Chine, qui a pris les problèmes très en amont dans la structure même de son Internet, est capable de parfaitement contrôler politiquement la plus grande population d'internautes du monde. Alors justement, de quels moyens on dispose aujourd'hui dans les pays occidentaux, en France ou aux États-Unis, pour lutter contre ce phénomène ? Alors, nous avons eu récemment une loi qui a été adoptée en France qui permet de faire fermer des sites, des choses comme ça, assez inquiétante d'ailleurs, puisqu'elle permet de le faire sous l'action de l'administration et sans passer par la case de l'autorisation du juge. Mais bon, là, on ne fait que reporter le problème ailleurs. Alors récemment, les États-Unis ont fait une réunion au Koweït en proposant à leurs alliés, c'est-à-dire les pays européens et certains pays arabes, de faire ce qu'ils appellent une cybercoalition pour faire la guerre de l'information contre le recrutement et la propagande de l'État islamique. En gros, il s'agirait de faire une contre-propagande de délégitimation, probablement en faisant appel à des autorités musulmanes qui diraient que ce que fait l'État islamique n'a rien à voir avec le véritable islam. Mais ça, c'est pas tout à fait nouveau. Ça se fait depuis un certain temps. Ce qui est nouveau, c'est d'essayer de le faire en coalition et à cette échelle. En coalition à cette échelle entre pays occidentaux et pays musulmans, d'ailleurs, vous l'avez dit. Mais on sait donc que l'État islamique recrute sur Internet, mais plus généralement, ces dernières années, on a pu voir que Internet était vraiment devenu l'outil des extrémistes et des fanatiques pour s'exprimer et pour recruter. Évidemment, puisque leur objectif est de réunir une Oumma mondiale de tous les musulmans, que par définition ils cherchent à recruter dans un certain nombre de pays. Donc les djihadistes, j'allais dire comme les autres, ont compris l'intérêt des réseaux sociaux et ils se sont même dotés d'outils de production. Par exemple, l'État islamique ne se contente pas de gagner des batailles ou de faire des exécutions de masse. Il les filme, il fait même retoucher les images et il est parfaitement capable de les diffuser sur, enfin je ne vais pas dire sur quoi, mais enfin tout le monde a deviné comment on peut facilement trouver ce genre de vidéos. Merci beaucoup François-Bernard Huyghe d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Alors justement Rudy, vous qui êtes le pro des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui est intéressant en fait, alors il y a deux choses, déjà c'est qu'on est évidemment, comme disait Bethsabée, entre sécurité et liberté, c'est toujours la même équation, mais ce qui est intéressant c'est que la réponse à Daesh est venue bien plus tôt. Elle est venue des internautes eux-mêmes qui ont décidé de ne pas relayer. Il y a eu des campagnes qui ont été lancées par de simples internautes qui ont compris que ces photos et ces vidéos de décapitation servaient la propagande bien avant les états-majors, bien avant cette coalition. On parle il y a 3 mois où il y a eu ce fameux shutdown de l'ISIS sur Internet, et parce que les internautes ont très bien compris qu'ils étaient quelque part l'outil et l'instrument de cette propagande. Rudy, on va vous retrouver dans un instant avec la revue du web, mais avant, on va parler de pain. C'est un aliment, on le sait, de consommation. Je sais que vous adorez le pain, mais c'est pour ça. C'est un aliment de consommation courante, mais c'était également un symbole très fort pour les 3 religions. Alors regardez ce reportage de David Gombin. De l'eau, du sel et de la farine. Mélanger ces ingrédients font du pain, probablement l'aliment le plus répandu au monde. Mais en Israël, son importance est d'autant plus cruciale qu'il prend souvent une dimension religieuse. Dans le judaïsme en premier lieu. Il est écrit dans la Bible, l'homme ne vit pas seulement de pain.
Vous pouvez manger toutes sortes d'aliments, mais ça ne vous rassasiera pas, rien que le pain. Dans le christianisme aussi, le pain a toute sa place. L'hostie de la communion symbolise le corps du Christ. Pour les musulmans, le pain, ça relève presque du sacré. Abou Mariam travaille dans la plus ancienne boulangerie de Jaffa. Par exemple, dans le cas où vous trouvez un morceau de pain ou de pita dans la rue, eh bien nous en général, bien que ce soit une coutume que l'on ne pratique plus tellement aujourd'hui, eh bien on le ramasse et on l'embrasse. Et puis on le met de côté. Il est interdit de jeter du pain. C'est quelque chose de très, très important chez nous. Pita, laafa, challah. En Israël, le pain traditionnel prend des formes multiples. Pourtant, ces dernières années, les Israéliens se passionnent pour un autre type de pain. Un pain plus occidental avec de la bonne mie et à la française si possible. C'est pour répondre à cette demande que Julien Lermite parcourt le monde. Consultant en boulangerie, il diffuse la French Touch de la boulange. Il était l'une des vedettes de la foire Les Gens du Pain, organisée à Tel Aviv. Je pense que le côté français en Israël est très demandé et très demandeur. Et ils ont envie d'apprendre parce que l'Israël est en train d'exploser au niveau de la gastronomie, c'est sûr. Donc ils sont très demandeurs de produits français. La French Touch leur fait ouvrir les yeux, pétiller les yeux, on va dire même. Un enthousiasme gustatif et esthétique, à tel point qu'à Tel Aviv, le pain, on le photographie. À l'occasion de cette foire dédiée tout entière aux baguettes, ficelles et autres pains de campagne, Oren Chalev expose ses clichés. Des clichés qui ont le mérite de réveiller tous les sens. Ça peut pas être plus sexy que ça, hein. C'est surtout dès qu'ils travaillent là-dessus, les mains, la pâte, les résultats, le pain dans le four, c'est waouh, j'adore. Esthétique ou pas, traditionnellement, le pain, c'est l'aliment du pauvre. Mais en Israël, le pain coûte en moyenne 2 fois plus cher qu'en Europe. Alors manger du bon pain, c'est plutôt un luxe. Un luxe à la française, bien sûr. Et ça donne envie, hein? Ça vous a donné faim, Betsabé? Non. Non? Rudy, quand même, je vous voyais... Moi, c'est uniquement les fruits, les trucs. Le pain, ouais, c'est bien trop, sûr. ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah, d'ailleurs, dans 1 heure, on ira prendre le petit déjeuner. On reprend la revue du web avec vous, Rudy. Oui. On commence avec une polémique qui prend de l'ampleur et c'est en Iran. Oui, souvenez-vous, il y a une semaine à peine, je vous parlais de ces bandes d'hommes à moto qui semaient la terreur dans les rues d'Isfahan en Iran en jetant de l'acide sur les femmes qu'ils jugeaient, je cite, mal voilées. Les appels à commettre ce genre d'actes étaient partis des réseaux sociaux iraniens et c'est sur ces mêmes réseaux sociaux que les photos de ces femmes défigurées ont circulé, créant l'indignation. Une femme a même succombé à ses blessures suite à une attaque à l'acide. Alors cette mobilisation des internautes et du monde hein, et aussi de la rue iranienne, il y a eu des manifestations, a forcé le gouvernement à réagir. Le président Rouhani s'est intervenu lundi en Conseil des ministres et il a déclaré que, je cite aussi, la punition la plus dure attend ceux qui ont commis ces crimes. Mais la réponse la plus forte, la plus symbolique, en tout cas, elle a été apportée, on va le voir, par un collectif d'artistes iraniens sur cette vidéo qui a été diffusée par Facebook. Et ils imitent ces hommes à moto. On a l'impression qu'on suit l'un de ces gangs dans les rues iraniennes, sauf que vous allez le voir, ils sont équipés, au lieu de défigurer les femmes, ils vont vers elles pour leur offrir tout simplement des roses, des fleurs, une manière de dénoncer ce qui s'est passé en Iran. Alors cette affaire sordide est en effet le reflet d'une lutte politique interne entre les réformateurs qui sont incarnés par Rouhani et les dirigeants plus durs de cet État, de cette République islamique, et une loi qui est intitulée « Soutien à ceux qui font la promotion de la vertu et combattent le vice » et qui encourage entre autres les citoyens à veiller à ce que les femmes portent bien le hijab, est actuellement en discussion au Parlement iranien et provoque justement cette opposition entre les plus modérés et les plus rigoristes. Et donc on est au cœur de ce problème. Affaire à suivre en Iran. On va parler d'un hommage en ligne rendu par les amis d'un soldat israélien qui est décédé lors de la dernière opération bordure protectrice dans la bande de Gaza. Oui, alors vous le savez, il y a une tradition en Israël, hein, celle
après avoir fait ses 3 ans de service militaire, eh bien de partir faire le tour du monde avec ses amis avant de reprendre ses études. C'est ce que font une majorité de jeunes pour décompresser après l'armée, mais c'est ce que n'aura pas pu faire Matan Gottlieb, soldat tombé cet été à Gaza lors de l'opération Bordure Protectrice. Alors ses amis, qui eux sont sortis vivants de cette guerre et de leur service militaire, donc là on voit Matan, ont donc commencé leur tour du monde post-armée, mais ils voulaient rapporter avec eux un petit peu de leur ami Matan un peu partout dans le monde. C'est le site Ynet qui nous en parle. Alors ils ont fabriqué les petits autocollants qu'on va avoir avec sa phrase préférée, Peace yeah man, et ils l'ont collé lors de tout leur voyage. On le voit ici par exemple dans les montagnes de l'ouest canadien. On va voir aussi au Népal, qui est une grande destination des jeunes israéliens, ou encore au cœur de l'Afrique. Alors ces photos les écologistes vont être contents. sont postées, ce sont des petits papiers, ces photos sont postées sur Facebook, elles sont collées, ces autocollants, et elles sonnent comme un hommage pour ce soldat qui n'aura pas pu vivre ses voyages car il est seulement tombé à l'âge de 21 ans. On parle maintenant d'un incident de Wi-Fi qui a eu lieu à l'aéroport de Los Angeles. Oui, c'est une petite blague qui a cloué tout un vol en direction de Londres au sol. Alors vous le savez, vous pouvez donner un nom à votre réseau Wi-Fi et quand on veut s'y connecter, on le reconnaît par son nom. Sauf qu'un petit plaisantin, vous le voyez, a eu l'idée de baptiser son réseau Al-Qaïda Free Network Free Terror Network, réseau gratuit des terroristes Al-Qaïda. Inquiétude des autorités de l'aéroport qui voient arriver ce réseau et enquête qui a donc cloué le vol au sol pendant plusieurs heures avant que les autorités ne déclarent que le vol était enfin autorisé à décoller, ce qui a provoqué la colère de certains tweetos qui l'ont live tweeté en direct. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est pas un délit. Non, c'est pas un délit, pas du tout. En fait, il y a une totale liberté pour nommer son propre réseau et les autorités ont d'ailleurs déclaré que aucun crime n'a été commis. Mais le nom du réseau libre, c'est souvent dans un immeuble, nous rappelle c'est une manière de faire passer un message à ses voisins, comme par exemple, on va le voir sur cette capture d'écran, vous pouvez mettre n'importe quel message pour vos voisins sur votre réseau Wi-Fi. Merci Rudy Saada, merci Betsabé Salem d'avoir été avec nous et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain, même heure, même endroit pour un tout nouveau Morning en compagnie de nos invités. La suite de vos programmes dans un instant sur i24 News.